Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire proposé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine sur le numérique responsable. Je suis Vincent Terny, chargé de mission inclusion numérique à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un GIP État-région depuis 20 ans. Notre raison d'être, c'est d'appuyer les collectivités dans leurs projets de développement territorial en accompagnant les techniciens et les élus dans leurs projets. Nos actions se concrétisent à travers une aide à la compréhension et à la mise en œuvre des politiques publiques. On facilite aussi l'identification d'expériences et le partage de bonnes pratiques. Nous accompagnons l'ingénierie territoriale et nous animons un réseau d'acteurs et facilitons le lien entre la recherche scientifique et les pratiques de terrain. Je tiens à remercier Maëlys Fetoumi qui a été notre stagiaire cet été et c'est grâce à elle que nous avons pu mener cette enquête auprès des collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine sur leurs besoins et leurs pratiques en matière de numérique responsable. Donc merci à elle. Avant de vous présenter nos invités, il me semble important de vous rappeler un peu le contexte de ce webinaire ce matin sur le numérique responsable. Pourquoi en effet parler de numérique responsable à vous, acteurs de terrain, collectivités ? Eh bien d'abord parce que nous sommes tous utilisateurs du numérique dans nos usages, dans le matériel que nous mobilisons, et les collectivités locales comme les autres. Et en Nouvelle-Aquitaine, ce sont 4000 communes, 180 000 agents. Les collectivités sont aussi des productrices de e-services, de services numériques. Elles sont aussi en contact direct avec les usagers de ces services numériques, soit leurs propres services, soit elles se font le relais d'autres services numériques et les collectivités ont le souci de l'accès aux droits pour toutes et tous, que la modalité soit physique ou numérique. Et enfin, eh bien, il y a une loi qui est intervenue en 2021, la loi dit REEN, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc autant de raisons qui nous ont poussés à vouloir questionner les collectivités sur leurs pratiques en matière de numérique responsable. Alors, ce webinaire, il a un double objectif, c'est de partager avec vous les principaux enseignements de cette enquête et de mettre en discussion, d'illustrer ces enseignements avec les intervenants qui sont avec nous ce matin. Donc, je vais prendre un instant pour vous expliquer comment nous avons réalisé cette enquête et puis refaire un rappel de la définition du numérique responsable. Ensuite, nous aborderons chacun des 5 grands aspects du numérique responsable, où nous partagerons ces enseignements et les discuterons ensemble. Rappelons en quelques mots ce qu'est pour nous le numérique responsable. Le numérique responsable, c'est un numérique qui doit prendre en compte 5 grandes dimensions. C'est un numérique qui doit veiller à ses impacts sur l'environnement. Donc c'est la dimension planète. C'est aussi un numérique qui doit prendre en compte l'impact sur la population, la dimension inclusive du numérique. C'est aussi un numérique qui doit proposer un cadre sûr et éthique. C'est la dimension protection. Et enfin, c'est un numérique qui doit être au service de la société, au service de son développement, du progrès, dans une logique de prospérité et de résilience. Et tous ces sujets ne peuvent être embrassés en même temps que s'il y a une organisation de cette démarche, s'il y a une gouvernance. Et nous commencerons d'ailleurs par ce chapitre-là. Alors, ce sont sur ces 5 axes que nous avons questionné cet été toutes les collectivités de Nouvelle-Aquitaine à travers une enquête. Alors, cette enquête a été réalisée
On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, j'ai parlé du contexte réglementaire, je ne vais pas m'attarder davantage. Les objectifs de cette enquête, c'était de faire un état des lieux sur les pratiques, sur les besoins et sur les freins que vous rencontrez, vous, collectivités locales ou agents opérateurs sur les territoires, sur ces sujets. C'est aussi d'essayer d'évaluer un peu la maturité qui est la vôtre sur ces sujets pour identifier aussi les bonnes pratiques et les mettre en partage et se dire quelles sont les priorités peut-être qui sont les vôtres qui mériteraient d'être accompagnées en premier. Alors pour récolter ces informations, comme je vous le disais, nous avons diffusé un questionnaire de mars à avril, d'avril à juin. C'est un questionnaire en ligne que nous avons adressé à toutes les collectivités de Nouvelle-Aquitaine. Les 4000 communes, les 12 départements. Nous avons adressé ce questionnaire par mail à partir de la base de données de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez été 35 à répondre avec une certaine diversité qui apporte une richesse de regard sur les sujets, avec des départements qui ont répondu, des agglos, des communautés de communes, un syndicat mixte aussi. Et pour compléter vos propos, nous avons réalisé des entretiens téléphoniques individuels auprès de 8 personnes sur 6 territoires différents. Et ce matin, c'est bien les enseignements, c'est votre parole que nous allons mettre en discussion et vous présenter à travers les 5 chapitres que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, il faut aussi être lucide sur l'impact et le poids de cette enquête. Nous avons eu un nombre de réponses assez restreint, divers, avec beaucoup de contenu, mais assez restreint. Donc, soyons aussi prudents sur la généralisation de ces enseignements. Et il y a pu y avoir aussi un certain biais, puisque nous avons observé que beaucoup de réponses nous ont été faites par les services plutôt informatiques des collectivités. Donc voilà, ayons cet élément en tête pour avoir une lecture assez objective des enseignements. Voilà, le propos introductif. Et sans plus attendre, je vais inviter nos invités du jour à nous rejoindre, qui vont être nos grands témoins pour cette matinée, pour ce webinaire. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Lozac. Vous êtes chargée de mission numérique responsable au sein de l'ADEME. Bonjour, merci. Nous accueillons aussi Wilfried Moreau. Bonjour Wilfried. Bonjour. Vous êtes chargé de mission numérique responsable à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est cela. Merci. Noël Rambaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur système et réseau et référent numérique responsable au sein du département de la Gironde. Exactement, c'est bien ça. Et à distance, nous avons Karine Dupuis. Karine Dupuis, vous êtes directrice du numérique à la ville de Bayonne. Exact. Merci. Bonjour. Et enfin, nous accueillons Mathieu Agoguet. Mathieu, vous êtes conseiller numérique auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, nous allons commencer par le premier chapitre de cette enquête qui portait sur les sujets de gouvernance. Alors, nous allons vous partager quelques diapos pour vous présenter les principaux enseignements de cette enquête. Alors, ce que je dois vous indiquer aussi avant de rentrer dans la présentation des résultats, c'est que Mathieu Agoguet sera avec nous sur une partie de ce webinaire. Mathieu, vous nous quitterez vers 11h, 11h15. Voilà. Donc, chers participants, soyez pas surpris de voir Mathieu nous quitter en cours de route. Voilà. Alors, avant de démarrer les échanges avec nos intervenants, qu'est-ce que les
territoires répondant à notre enquête nous ont dit sur la dimension gouvernance de leur projet numérique responsable? Alors, eh bien, tout d'abord, je voulais vous faire un zoom sur les territoires de plus de 50 000 habitants. Pourquoi? Parce que la loi Rennes les concerne directement. Ces territoires, qui sont au nombre de 45 sur la Nouvelle-Aquitaine, avaient l'obligation, au 1er janvier de cette année, eh bien, en fait, d'élaborer une feuille de route numérique. Donc, nous avons, dans cette enquête, et vous le verrez, souvent distingué leurs réponses des territoires de moins de 50 000 habitants. Voilà un peu une clé de lecture pour les enseignements à venir. Alors, le premier enseignement de cette enquête, c'est que ces territoires de plus de 50 000 habitants, eh bien, en fait, qui nous ont répondu, ils sont tous en mouvement, ils sont tous engagés dans une démarche de numérique responsable. Ça, c'est un premier enseignement. Ces territoires sont en mouvement, avec des degrés un peu différents, puisque là, sur les 12, il y en a 9 qui sont déjà en phase opérationnelle de mise en œuvre et 3 qui sont encore en cours d'écriture de leur feuille de route numérique responsable. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette enquête sur les autres territoires? Eh bien qu'ils ne soient pas soumis à cette obligation légale, eh bien, plus de la moitié des répondants non soumis à cette obligation, eh bien, sont actifs sur le sujet du numérique responsable. Ce que l'on observe aussi, c'est que la plupart des répondants nous disent ne pas avoir mis une gouvernance spécifique pour piloter ce projet. C'est-à-dire qu'elles se sont appuyées sur leurs instances, sur leur organisation entre guillemets normale au quotidien pour piloter ce nouveau projet. Voilà. Nous avons questionné les territoires sur la place qu'elles faisaient à la participation citoyenne dans l'écriture de leur projet numérique responsable. Et là, la réponse qui ressort, que ce soit les plus grands territoires ou les territoires les plus modestes, c'est que la participation citoyenne est un levier qui est peu activé par une majorité des répondants. Et enfin, nous pouvons noter que sur la partie labellisation, qui peut concerner les territoires les plus engagés, les plus mobilisés. En fait, sur nos répondants, il y a un seul territoire qui nous a dit être labellisé. Et on a la chance, parce que c'est vous, Noël, au département de la Gironde, y êtes labellisé INR, Institut du numérique responsable, depuis 2024. Tout à fait. Depuis 2024, vous pourrez nous en parler tout à l'heure. Et il y a 5 projets. Si vous êtes le seul territoire labellisé en Nouvelle-Aquitaine, il y a néanmoins 5 répondants qui nous a dit avoir cet objectif d'entrer sur une démarche de labellisation. Alors, quels sont les freins que vous nous avez fait remonter quand on vous questionnait sur cet axe de la gouvernance? Eh bien, assez naturellement, et quelle que soit la taille du territoire, vous nous dites, eh bien, on aimerait souvent aller plus vite, aller plus loin, mais on peut être limité par les ressources humaines et les ressources financières à mobiliser sur ce territoire. Ensuite, il y a une différence entre les plus grands territoires et les plus petits territoires. Les plus grands territoires nous disent être souvent limités par un portage politique peut-être qui peut manquer ou une prise de décision souvent qui peut freiner l'avancée des projets. En revanche, ce n'est pas ce frein-là qui ressort en premier sur les plus petits territoires, ce sont plutôt les manques d'information et le manque de sensibilisation des équipes et des décisionnaires qui représentent un frein à l'enclenchement ou à l'accélération d'un projet de numérique responsable sur vos territoires. Voilà. Alors, ma première question, j'ai envie de l'adresser à Mathieu Agoguet, qui est avec nous en visio. Donc, Mathieu, en tant que conseiller numérique auprès du préfet de région, selon vous, une fois que l'État a enclenché cette impulsion
par une loi. En quoi c'est important qu'une gouvernance se mette en place et quel rôle vous attendez en fait de ces gouvernances locales, quelque part peut-être pour prendre le relais sur ces démarches de numérique responsable? Merci Vincent. Et effectivement, le sujet, dès lors qu'on parle de transformation des modes de travail, de pensée, c'est de s'inscrire dans un équilibre avec d'autres enjeux, d'autres priorités. Et on a toujours, pour ce type de projet, le besoin de sponsors et d'une gouvernance, un pilotage politique, je vais dire, à haut niveau, qui correspondent aussi aux attentes citoyennes qui peuvent être remontées. Et c'est là où on arrive effectivement sur des sujets politiques. Et quand on parle de gouvernance, forcément, on dit portage politique sur ces sujets-là. Malheureusement, vous avez identifié aussi, Vincent, quand vous présentiez les résultats, hein, il y a ces sujets de personnes, d'implication personnelle. Et c'est vrai que même si l'État a permis, avec ce cadre incitatif, l'amorçage, on reste encore trop peu sur des sujets qui sont portés encore par des individus. Et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui de faire monter ces sujets au niveau politique pour qu'il y ait une véritable traction. Ok. Noël, au niveau du département de la Gironde, quel a été le rôle de la gouvernance? Est-ce que ça a été décisif d'avoir un sponsor, comme le dit Mathieu, pour engager cette démarche? Ah oui, complètement, oui. En fait, au département, on a pu avoir le soutien de notre président par la signature de la charte INR qui a vraiment enclenché cette démarche. Et après, avec une mise en place de tout un audit pour vraiment travailler sur ce volet numérique responsable, oui, tout à fait. Et effectivement, avec in fine des engagements autour d'une labellisation. C'était vraiment un engagement fort, mais vraiment porté politiquement dès le départ. Et c'est vraiment le soutien qu'ont aujourd'hui besoin les collectivités pour pouvoir avancer sur ces sujets. Ça, c'est une certitude. Ok. Donc vous parliez de ce portage fort d'un élu. Ouais. Est-ce que ça peut, dans certains cas, peut-être représenter un inconvénient ou un risque si ça repose que sur un nombre limité de personnes? Parce que on sait bien que les équipes, les élus comme les équipes, peuvent tourner, peuvent changer. Comment vous avez pu faire en sorte que justement ce portage dure, ou est-ce que peut-être ça représente un peu une limite? Ça représente bien évidemment des limites. Aujourd'hui, c'est plus délicat. En fait, voilà, c'est effectivement, ça repose sur des volontés personnelles qui font avancer les choses. Après, voilà, c'est aussi le système aujourd'hui est fait comme ça, quoi. Donc, on vit et on travaille avec. Tout à fait. Sur Bayonne, Karine Dupuis, le sujet de la gouvernance, est-ce que vous aussi, il repose sur peut-être une ou deux personnes, ou est-ce que vous avez réussi à mobiliser une équipe plus large pour porter votre projet? Alors sur Bayonne, c'est assez inédit, mais avec la mise en place, de cette loi REEN, on s'est complètement organisé différemment, qu'un projet classique avec une gouvernance interne. Je m'explique, on parlait de sponsors et du rôle de l'élu. L'élu sur, Bayonne en charge du numérique et également président de l'association, l'ANUM, de l'Agence, du numérique du Pays basque, mais il est aussi élu en charge du numérique de la communauté d'agglo Pays basque. Donc, si vous voulez, on avait quand même une continuité, une cohérence au niveau politique de l'enjeu du numérique responsable sur l'ensemble du territoire. Et c'est aujourd'hui encore un excellent sponsor, puisqu'en fait, il a réussi à mettre en place cette cohérence, même si on a des enjeux différents, que ce soit la communauté d'agglo et la ville de Bayonne, puisqu'on n'est évidemment pas sur les mêmes échelles, vous l'avez bien compris. Pour autant, on avait quand même une continuité. Et pour rebondir sur ce que disait Noël, ou la question de la continuité, puisque on a tous ils ont
tous des échéances évidemment politiques. Nous, le choix que l'on a fait sur notre stratégie NR, c'est qu'elle aille de 2025 à 2030. Donc finalement sur 2 mandats, avec une continuité en fait des actions et aussi une implication forte de l'ensemble des politiques, que ce soit les politiques de la majorité, mais aussi des oppositions, avec des présentations notamment sur les différentes commissions que la ville portait. Et alors, pour terminer sur la partie gouvernance propre que l'on a mis en place sur Bayonne, on l'a ouvert aussi à des parties prenantes externes, mais du territoire de la ville de Bayonne, à savoir l'Office de commerce et de l'artisanat qui faisait partie de l'équipe projet, l'Office de tourisme. Donc, on a vraiment eu une diversité qui permettait en fait cette dynamique, cette mise en dynamique et cette diffusion de qu'est-ce qu'était le numérique responsable à toutes leurs échelles. Certes, mes collègues au niveau du tourisme, mon autre collègue au niveau des artisans sur le territoire bayonnais. Donc en fait, en allant les chercher, ça permettait en fait de commencer à sensibiliser au plus près en fait les acteurs de la ville de Bayonne. Ok. Alors, on a parlé de l'échelle départementale avec vous, Noël. Avec vous, Karine, vous nous avez expliqué l'articulation entre le niveau ville et le niveau agglomération. Et j'avais une question pour Wilfried de la région. Est-ce que vous observez peut-être que certains sujets du numérique responsable, finalement, appellent à une gouvernance encore plus large, peut-être à niveau régional, parce que l'enjeu l'appelle, parce que pour faire avancer ce sujet, ça a plus de sens que ça soit piloté au niveau régional. Est-ce que quel est votre regard sur cette échelle du portage de certains sujets ? Alors, je pense qu'il y a une complémentarité évidente entre les différents niveaux de maillage territoriaux, EPCI, département, région. L'idée, en fait, de monter au niveau régional, c'est de viser une cohérence au niveau territorial. Pour essayer d'illustrer le propos, si je prends un sujet aujourd'hui, on réfléchit à la manière dont on pourrait structurer une filière de reconditionnement ou de réemploi solidaire à l'échelle du territoire. Du territoire régional. Du territoire régional. Okay. Donc le territoire régional, la région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements. Et donc c'est comment nous, région, on peut être un facilitateur, un mobilisateur des acteurs du territoire, avec les EPCI, avec les autres collectivités, les départements, les acteurs du reconditionnement, du réemploi, pour mettre tout ce monde en dynamique, en musique, et voir comment on peut réfléchir collectivement, et pas de manière unitaire, chacun dans son coin, à l'échelle du territoire, sur la structuration d'une filière. Donc effectivement, il y a des sujets, je pense, qui peuvent appeler dans ce sens. Ok. On reviendra tout à l'heure sur la filière de reconditionnement. C'est un sujet sur lequel on a questionné nos répondants et on le verra sur le chapitre environnement. On pourra réévoquer ce sujet. Okay. Je voulais vous questionner sur la dimension participation citoyenne. On a questionné les territoires sur ce sujet-là et en fait, on s'aperçoit que... Alors, c'est pas forcément systématique, loin de là. Et la question que j'avais envie de vous poser, peut-être à vous, Karine, à Bayonne et vous, Noël, sur le département, est-ce que c'est compliqué de faire de la participation citoyenne sur le numérique responsable ou est-ce que c'est une histoire de moyens, de temps ? Pourquoi il n'y a pas autant que ça, le recours à embarquer le citoyen, l'utilisateur final, dans ce type de projet ? Noël, peut-être ? Oui, alors en fait, des difficultés, d'une part, c'est pas simple à mettre en œuvre. Après, il faut que, évidemment, ça soit porté politiquement parce qu'on ne peut pas, nous, en tant qu'administration, agir sur le territoire et porter et envoyer des choses là-dessus. Mais bien évidemment, derrière, indirectement, cette participation citoyenne est là, elle est présente, en fait, dans les moyens d'action que fait le territoire au quotidien. Donc, une participation active au sein de comités, aujourd'hui, au sein du département, on n'en a pas mis en place.
on connaît les parties prenantes et donc on échange avec eux sur ces volets-là. Mais pour autant, c'est vrai que la mise en place de ce genre de comité intégrant, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Ok. Karine, votre retour d'expérience, oui, sur Bayonne, ville et agglo, quelle place vous avez réussi ou envie de donner à la participation citoyenne? Alors là, sur la participation citoyenne, quand on écrivait, que ce soit la communauté d'agglo Pays Basque et la ville de Bayonne, notre stratégie NR, pour aller chercher justement les citoyens au plus près et leurs attentes et leurs besoins et qui nous aident à construire aussi cette stratégie c'est une déclinaison, c'est une politique publique. Donc, ils peuvent s'en emparer. On a organisé, tous les 2 en fait, tous ces 2 collectivités, des séminaires, qu'on a organisés alors sur des échelles de temps un peu différents, mais des séminaires pour venir, aller titiller le citoyen sur, qu'est-ce qui est pour vous prioritaire? Quels sont les enjeux prioritaires? Quelles sont les ambitions sur lesquelles vous êtes prêt à vous engager? Donc c'était extrêmement intéressant et ça nous a permis quand même, je le dis, on a eu, alors c'était placé au niveau, mois de mai, sur les ponts de mai, on n'a pas été super bon là-dessus sur la planification, mais pour autant, on a quand même eu, près de 70 participants, sur ce séminaire, ce qui était très bien. On avait des crèches, enfin on avait vraiment de tout, des retraités, des collectivités aussi qui sont venus, des OPSN. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. On a fait venir des personnes du réseau local, hein, de réemploi, des associations aussi, comme on est aujourd'hui autour d'une table ronde pour échanger et voir comment eux-mêmes participer au niveau du territoire. Donc, ça nous a permis en fait de décliner, et de faire travailler, sous forme de brainstorming, tous les citoyens sur la construction de la stratégie NR. Et bon, je ne vais pas parler à la place de mon collègue DSI de la CAPB, mais il a eu la même démarche. Tout à l'heure, je parlais de cohérence. On a vraiment, grâce à la NUM, hein, on a eu cette cohérence et c'était notre point focal pour arriver à garder cette cohérence au niveau du territoire sur cette stratégie numérique responsable. Karine, vous venez de citer l'ANUM, qui est une agence qui existe au Pays Basque. Peut-être en C'est une dire un mot association. sur... C'est une association, oui. Peut-être dire un mot sur le rôle qu'elle a eu justement, puisqu'on est sur ce chapitre gouvernance, sur le rôle qu'elle a eu pour vous accompagner, pour rendre possible votre démarche. Tout à fait. Et c'est bien leur rendre hommage parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés depuis 2022-23 où c'est eux qui nous ont apporté cette information sur la mise en place de la loi Rennes et l'obligation de la ville de Bayonne en tant que collectivité de plus 50 000 habitants de d'écrire aussi une stratégie NR. On faisait déjà du numérique responsable, mais de là à le formaliser et à définir des grands enjeux, non. Donc depuis 2022-23, elle nous a accompagnés tout au long, la NUM, au niveau de la structuration, de la mise en maturité aussi elle nous a apporté son expérience, sa labellisation, elle a animé aussi nos équipes projets pour qu'on arrive à s'emparer du sujet. Au début, elle m'aidait à piloter et à animer les comités de pilotage puisque, il faut être humble, hein, c'est quand même nouveau. C'est pas forcément un sujet qui doit être porté, à mon sens, que par les DSI ou les directeurs du numérique. Aujourd'hui, moi, c'est un des écueils que je trouve, c'est porté parce qu'il y a le mot numérique par nous, DSI, directeur du numérique, que sais-je. Et pour autant, ce n'est pas qu'un sujet numérique, et grâce à l'ANUM, en fait, elle nous a accompagnés pendant tout le temps, toute la rédaction, mettre en relation aussi avec vous, la région, avec les autres parties prenantes, que ce soit l'État, l'ADEME, l'INR, enfin, toutes les associations qui parlent du numérique responsable pour nous faire monter en compétences. Voilà. Donc un très fort accompagnement et merci l'ANUM Ok. qui accompagne Euh, aussi toutes les collectivités et tous les adhérents en fait du territoire basque qui peuvent solliciter, hein. Donc c'est une association, on peut adhérer et aujourd'hui les adhérents en fait sont demandeurs
de venir, enfin de sollicite l'ANUM pour qu'ils viennent commencer cette sensibilisation, mais aussi à l'hôpital, dans les collèges et lycées. Enfin voilà, ils ont vraiment un vrai rôle de, de, de Mm. diffuseur d'informations sur le numérique responsable. Ok. Merci pour ce retour. Du coup, peut-être une dernière question pour clôturer ce chapitre gouvernance, une question peut-être à nouveau à Noël, parce que Karine, vous soulignez un point qui est ressorti assez fort quand on faisait les interviews qualitatifs. Souvent, c'est des entretiens qu'on a fait effectivement avec les DSI qui souvent nous ont dit se sentir assez seuls pour porter ce sujet et étaient en recherche d'alliés en interne, en externe aussi, mais en interne. Et je me souviens, Noël, quand on a préparé l'entretien, vous m'avez dit avoir trouvé un allié en interne à travers la politique d'achat. Vous pouvez nous dire un mot de ce que ça a pu apporter ? Oui, alors j'ai en interne, alors effectivement, comme on peut le rappeler, c'est très souvent quand on parle de numérique, c'est très souvent les DSI qui s'emparent de ces sujets. Enfin, en tout cas, dans notre cas concret, c'est ce qui est arrivé. Après, moi, j'ai pu être aidé par la direction de l'environnement sur ces sujets-là pour monter un peu en compétence là-dessus. Travailler aussi avec le service de la commande publique sur lequel on a pu construire une politique d'achat aujourd'hui pour laquelle le département aujourd'hui pour chaque marché public autour des prestations de services on inclut ce volet environnemental, sociétal autour du numérique entre autres. Mais évidemment derrière dans le cadre de cette mise en forme de toute cette gouvernance, j'ai pas pu le faire tout seul, bien évidemment. J'ai été aidé par Terranum, des entreprises qui là-dessus ont porté et m'ont apporté énormément en termes de compétences, parce que bien évidemment ça s'apprend pas, c'est quand même des choses, un travail de fond qui a été effectué sur ces sujets. Il faut vraiment repartir de la base avec tous. En fait, tout ce que quand on parle numérique responsable, en réalité, il faut repartir des enjeux de base sur lesquels nous on a travaillé sur le fond avec tous les objectifs de développement durable, sur lesquels on a pu après travailler autour de ces sujets, tout ce en quoi le numérique peut agir autour de ces objectifs. Et derrière, on a pu décliner toute une démarche, toutes les actions qu'on pouvait mettre en place, et aussi récolter tout ce que faisait aussi le département déjà au préalable autour du numérique. Comme on pourra le voir après autour des sujets, vous verrez bien que en fait, il y a pas mal de choses qui se font. Alors après, on vise à les améliorer, mais évidemment, on a travaillé sur ces volets-là, oui, complètement. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de passer au chapitre suivant, à savoir la dimension plus sociale du numérique, l'axe inclusion. Alors, on a interrogé les territoires, on vous a interrogé, et un des premiers enseignements, c'est d'avoir constaté qu'il y avait un peu un travail en parallèle entre, d'un côté, l'écriture de vos feuilles de route numérique responsable, et sur une autre voie, la feuille de route France Numérique Ensemble, qui est aussi une autre obligation des territoires, d'écrire une feuille de route sur ce sujet-là. Et vous avez été 1 sur 2 à nous dire ne pas avoir été associé à cette écriture de la feuille de route France Numérique Ensemble. En revanche, il y a une vraie homogénéité dans les réponses, quelle que soit la taille du territoire, quand on vous interroge sur qu'existe-t-il sur vos territoires pour faciliter la connexion et les usages ? Eh bien, tous les répondants nous ont dit au moins une solution qu'il existe pour faciliter la connexion. Et la première réponse citée, c'est l'existence d'espaces de médiation numérique sur les territoires. On a interrogé aussi sur la possibilité d'avoir une alternative au tout numérique. C'est souvent une critique qui est faite à la démarche de digitalisation des démarches administratives, souvent de dire il n'y a pas d'alternative. Quand on vous interroge sur cet aspect-là, les plus gros territoires ont quasiment une réponse, une alternative à chaque démarche numérique. Sur les plus petits territoires, ça sera pas systématique. Autre enseignement intéressant, c'est sur l'accompagnement aux usages. Comment faire pour faciliter les usages ? Et là, les territoires nous disent
se retourner vers 3 grands acteurs, que ce soit les grands territoires ou les territoires plus modestes, c'est le trio gagnant, quel que soit le territoire. Et les territoires citent les France Services, les conseillers numériques et les associations comme étant les acteurs facilitant les usages numériques des citoyens. Sur la diapo suivante, nous avons interrogé les territoires sur l'accompagnement à la sensibilisation et à la formation. Et là, on a vraiment un peu de vitesse, c'est-à-dire que sur les territoires de plus de 50 000 habitants, il y a un accompagnement systématique des agents et des élus. Sur les territoires de moins de 50 000, les agents sont 2 fois moins accompagnés et les élus jusqu'à 3 fois moins accompagnés. C'est ce que répondent les territoires de moins de 50 000. Et quand on leur dit, pour vous accompagner dans justement des actions d'inclusion, de dimension sociale en lien avec le numérique, sur qui comptez-vous? Vers qui vous retournez-vous? Eh bien, vous répondez, déjà, on essaye de faire avec les ressources internes. On va voir les assos de nos territoires, ou des fois, on va voir d'autres collectivités pour faire du partage d'expérience. Alors, ma première question sur cet axe, elle va vers vous, Mathieu, et surtout vous questionner sur ce que nous disent les territoires en disant, d'un côté, on a travaillé sur une feuille de route numérique responsable et on n'a pas forcément été associé à l'écriture d'une autre feuille de route que sont les feuilles de route France Numérique Ensemble. Est-ce que ça veut dire que la prochaine étape, c'est une étape d'articulation, de coordination qu'il faut impulser? Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous êtes surpris sur ce parallèle en fait, de démarche qui n'est pas forcément articulée? Je ne suis pas complètement surpris parce que c'est vrai que comme vous l'évoquiez, on a affaire notamment dans les organisations à peut-être 2 catégories de services qui travaillent sur ces sujets. Par contre, le besoin d'articulation, il est absolument nécessaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des politiques d'équilibre. Comment est-ce qu'on fait mieux pour le numérique tout en étant responsable, tout en étant inclusif? Donc ça veut dire trouver des compromis parfois, inventer des solutions et en tout état de cause, moi ce que je note, c'est que le fait de mettre ces 2 enjeux en visibilité au niveau politique doit et va nécessairement nous amener collectivement, État, collectivités, acteurs privés, à réfléchir à mieux concilier ces attentes qui sont des attentes citoyennes. Donc le fait que ça émerge, que ça soit mis en avant, forcément ça va créer une dynamique et c'est ça le but de toute cette démarche. Ok. Et oui, effectivement, parce que ce que les territoires ont pu nous faire remonter, ou même je vois une question dans le chat, c'est que pour aller vers vraiment une efficacité pleine dans l'accompagnement social de la numérisation de nos démarches, c'est qu'il y a bien une complémentarité des acteurs. Et c'est vrai que la question qui nous est posée, c'est que ce que font les maisons France Service, ce n'est pas la même chose que ce que font les conseillers numériques d'une part. Donc il y a effectivement bien cet enjeu à articuler. Et j'avais envie de questionner soit vous, Noël, sur l'échelle du département de la Gironde, ou vous, Karine, sur Bayonne. Vous parliez, vous peut-être, Karine, d'avoir embarqué un certain nombre de parties prenantes. Est-ce que justement, ces acteurs de l'inclusion numérique, de la médiation numérique, vous avez pu leur donner une pleine place dans votre travail d'écriture de numérique responsable? Ou est-ce que c'est peut-être à venir? Alors, oui, on les a inclus et non, alors c'est en cours de construction avec ces partenaires-là. Ça fait
partie des priorités, enfin du calendrier 2026-2028. On est en train en fait de s'organiser avec eux pour mettre en place toute cette inclusion et tout ce maillage pour favoriser l'inclusion numérique qui aujourd'hui, avec la digitalisation poussée parfois à l'extrême, on perd de plus en plus de citoyens, que ce soit des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein. Enfin, toutes les populations sont concernées par rapport à ça pour, pour essayer de le réduire. Après, en interne sur la ville de Bayonne, on s'est doté, donc ça c'était par contre une action immédiate, on s'est doté au sein de la direction du numérique d'un médiateur numérique qui va venir travailler sur l'inclusion même des agents. Parce que quand on a aussi 2024 était une année charnière pour l'ADN, vous l'avez compris, il y avait la rédaction de la stratégie NR, mais il y avait aussi la rédaction d'un schéma directeur du système d'information et du numérique. Et ce qui est arrivé en top 1 des attentes et des besoins de nos collègues, donc là pour le coup des agents, c'était de la formation. Donc on l'a mis en place, ça a commencé début octobre. Bravo, bravo aux médiateurs et merci aux politiques aussi qui nous ont suivis et qui ont été à l'écoute pour favoriser cette inclusion parce que de plus en plus, les collègues ont de plus en plus d'outils numériques et l'idée, c'est vraiment de leur faciliter la vie et pas de venir renforcer les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et dans leur vie perso et dans leur vie professionnelle, puisque tout ça, c'est quand même cumulatif au final. Sur les réponses à notre enquête, on a bien vu très clairement qu'il y avait un vrai souci des collectivités, une préoccupation, une vigilance à accompagner les agents en interne sur le numérique. Comment vous avez traité ce sujet au niveau départemental? Est-ce que ça a été tout de suite vraiment une priorité de se dire il faut accompagner les agents en interne sur leurs usages, sur leurs pratiques? Comment vous avez abordé ce sujet? Oui, ça a été... Dès le départ, on a voulu axer véritablement sur ce volet sensibilisation, donc par des démarches autour de fresques du numérique, donc où on a inclus nos agents. Donc en priorité, on a travaillé sur les agents de la DSI, parce que ce sont quand même eux et avant tout qui sont porteurs du numérique sur le territoire, qui agissent sur tout le territoire, et notamment et nos conseillers numériques aussi, qui à l'occasion, sur lequel je peux en parler au niveau inclusion numérique, et là on va parler surtout beaucoup les actions que mènent nos conseillers sur le territoire avec des bus en plus sur le territoire girondin. Il faut savoir que la Gironde aujourd'hui bénéficie de 2 bus qui parcourent le territoire pour aider les populations qui sont en rupture avec le numérique, donc pour les aider dans les démarches autour du numérique. Donc on a bien ces actions-là, mais aussi au sein de la collectivité, avec nos agents. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin dans ces démarches autour de ces formations autour des fresques du numérique, où derrière, on a formé des équipes à devenir formateurs autour de ces fresques. Et donc aujourd'hui, nous travaillons régulièrement, et notamment avec la base qui est un porteur de tous ces enjeux autour et notamment du numérique, mais pas que, de tous les enjeux de résilience autour du territoire. Et donc on va travailler sur ces sujets-là, et on va travailler aussi sur le territoire, on va former, on va aider les agents. Et puis derrière, bien sûr, évidemment, il y a quand même pas mal de retours avec des webinaires sur lesquels on va pouvoir travailler à l'intérieur de la collectivité pour pouvoir diffuser, s'aimer et expliquer quelle est la démarche du département autour de ces enjeux, complètement. Ok. Peut-être une dernière question pour clôturer ce chapitre inclusion. À vous, Mathieu. En préparant ce webinaire, vous partagiez un point de vigilance sur une catégorie de la population qu'on a tendance peut-être à tort à considérer comme étant à l'aise avec le numérique. Et votre vigilance, vous me voyez venir, porter sur les jeunes. Et du coup, voilà, quel est le point de vigilance que vous observez et que vous avez envie de partager? Oui, et puis je vois la réaction de Gaël, je crois, dans le chat. Effectivement, il y a ce sujet qui commence à émerger sur les usages du numérique
pour les jeunes et ce besoin d'avoir cette vigilance et cet accompagnement, parce qu'avec des outils pour les démarches administratives, les services publics de plus en plus digitalisés, le but, c'est pas de recréer des freins pour l'accès de ces jeunes, l'accès à l'emploi, l'accès à l'autonomie. Et donc, plus que jamais, le besoin des politiques d'inclusion vers ces populations-là reste très fort. Et ça doit rester un axe prioritaire. Donc, je sais qu'il y a cette période qui est compliquée sur les politiques d'inclusion, mais il doit y avoir cet effort toujours porté sur les catégories les plus fragiles. Et malheureusement, on identifie que les jeunes en font partie dorénavant sur le numérique. Je vous propose de passer au chapitre suivant, au troisième chapitre, parce que nous avons interrogé les territoires aussi sur l'aspect sécurité, éthique et souveraineté du numérique. Il y a de nombreux sujets et les enseignements sont intéressants. Je vais vous les partager sur la diapo suivante. Voilà. Donc en fait, nous, on a interrogé les territoires sur quelles étaient leurs pratiques en matière de sensibilisation aux risques cyber et à la culture de la donnée. Et en fait, là aussi, il y a une vraie priorité donnée à l'accompagnement des agents, qui sont la population la première, la plus accompagnée par les collectivités, quelle que soit la taille. Donc il y a vraiment cette démarche faite par les collectivités locales pour sensibiliser leurs agents, parce qu'on sait qu'en termes de sécurité numérique, en général, le maillon faible, c'est nous les humains, c'est en second plan la technique. Donc il faut être sensibilisé sur les bonnes pratiques. Les élus sont aussi sensibilisés, mais voilà, peut-être un peu moins sur les territoires les moins peuplés. Et quant aux acteurs économiques et aux citoyens, quelle que soit la taille des collectivités, c'est vraiment un public vers lequel les collectivités agissent le moins. Voilà. Et ce que vous nous dites, c'est que c'est surtout une histoire de priorité et d'affectation des ressources. Voilà. Alors, sur la dimension intelligence artificielle, évidemment, on a posé cette question et les réponses peuvent être... enfin, en tout cas, nous, elles nous ont étonnés parce que autant sur les grandes collectivités, c'est un sujet dont se sont saisies toutes les grandes collectivités de plus de 50 000 habitants. 11 sur 12 nous ont dit oui, on est en mouvement, on est en action sur le sujet de l'IA. Ce qui nous a un peu plus surpris, c'est que sur les collectivités de moins de 50 000, 1 sur 2 sont soit en réflexion ou soit en action sur le sujet. Et que ce soit les plus de 50 000 ou les moins de 50 000, tous ceux qui nous ont répondu expriment les mêmes besoins et dans le même ordre. C'est d'abord comprendre les enjeux, c'est être formé et former leurs agents, à la fois aux opportunités mais aussi aux risques, et un grand besoin de sensibiliser les élus sur ce sujet nouveau et qui bouge très vite. On a questionné aussi sur l'open data, l'ouverture des données publiques à l'accès à tous. Et là aussi, on a évidemment un décalage entre les collectivités de plus de 50 000 habitants où il y a vraiment des actions en œuvre pour un répondant sur 2 et 1 sur 3 se dit en réflexion. Donc c'est un sujet qui est dynamique. En revanche, quand on leur demande est-ce que toutes ces démarches-là, est-ce que vous le cadrez à travers une charte, là, tout de suite, il y a moins de pratique. On sent qu'on est plus sur une approche pragmatique et pas encore totalement cadrée. Et une des explications que vous nous dites pour les plus grandes collectivités, c'est que assez rapidement, il faut embarquer des parties prenantes nombreuses en interne et ce management transversal est souvent compliqué à mener. En revanche, pour les plus petites collectivités, le sujet de l'open data largement est pas un sujet qui est abordé. C'est pas la priorité et il y a des questions aussi de disponibilité de ressources. On vous a questionné aussi sur le RGPD, sur les communs
et sur votre posture en termes de choix d'hébergement. Alors sur le RGPD, là c'est une réponse très, très simple puisqu'on sent que le sujet est vraiment mature. Les enjeux sont vraiment intégrés, quelle que soit la taille de la collectivité. C'est bien différent sur les communs numériques. Autant ça peut être un sujet qui mobilise les grandes collectivités, que ce n'est pas du tout un sujet pour les plus petites collectivités. Voilà. Sur la partie hébergement, là aussi, quelle que soit la taille de la collectivité, les réponses sont très similaires et on pourrait dire ça que les œufs ne sont pas mis dans le même panier. C'est-à-dire que l'hébergement repose souvent sur ces deux piliers, une partie de serveurs en interne, mais aussi une partie de serveurs externes chez les éditeurs de logiciels. Voilà, ça, vous nous avez répondu vraiment quasiment tous la même chose. Alors, sur cette question de la sécurité, j'ai envie effectivement de reprendre peut-être cette histoire de maillon faible, à savoir que la partie, est-ce que finalement la sécurité c'est d'abord de la sensibilisation, et je me retourne vers vous Noël, est-ce que ça passe d'abord par l'accompagnement et la formation des humains avant des solutions techniques ? Alors, de la communication autour de la sécurité, on en a au quotidien. On le sait qu'on est très fortement impacté, nous les collectivités, par ces sujets cyber. Donc, bien évidemment, les agents sont très sensibles à tous ces enjeux, complètement. Ok. Avec une vision peut-être plus large, Wilfried, est-ce que finalement les pirates, on a toujours l'impression qu'ils ont un coup d'avance, qu'ils sont très, très innovants. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à mobiliser autant de ressources et techniques et dans l'accompagnement ? Est-ce que le combat, il est déjà perdu ou est-ce qu'il faut continuer à sensibiliser et à s'équiper ? Alors, le combat, il est loin d'être perdu et c'est bien pour ça qu'on a mis en place un campus cybersécurité au niveau de la région pour armer le territoire à ces nouvelles cybermenaces. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier aspect, la première vulnérabilité, c'est bien le facteur humain quand on parle de cybercriminalité. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser, former de manière continue. Le premier risque, il est là. Il faut rajouter un point aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont pas forcément conscients de l'impact potentiel d'une attaque cyber. Une entreprise qui se fait attaquer, par exemple, peut se retrouver en défaillance complète. Elle peut perdre son système d'information, si elle doit tout remettre en ordre, ça peut être des coûts faramineux et c'est la fermeture d'entreprise. Et l'autre aspect, c'est la probabilité de survenance du risque. On se dit, ça ne m'arrivera pas. Et sauf que, malheureusement, ça peut arriver et quand ça arrive, ça fait mal. Donc, il faut continuer à former. C'est une course de fond. En fait, c'est une course d'endurance. Effectivement, les techniques de cybercriminalité évoluent aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle. Il y a des stratagèmes de plus en plus développés et il faut continuer à sensibiliser et à développer une culture collective de la prévention. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer, sensibiliser, former. Vous avez pris un exemple quand on préparait ce webinaire, vous avez fait le parallèle avec la sécurité routière et je trouvais que c'était assez parlant. Oui. Et vous pouvez en dire un petit peu quelques mots, notamment sur le temps long pour avoir du résultat ? Oui, on a durant plusieurs années effectivement eu des campagnes publicitaires autour de la sécurité routière à juste titre. Donc pour sensibiliser les automobilistes, les citoyens aux dangers, aux risques. Et ça, on le voit pas, en tout cas, pas de manière aussi visible que ce
si je le mets en perspective avec la sécurité routière, des campagnes à la télévision au niveau national sur la sécurité routière, on en a vu, et c'est super. Sur la cyber, sur la sécurité, on n'en voit pas, et il faut peut-être se poser la question, effectivement, de s'inspirer de ce qu'on a fait d'un côté et de peut-être de le déployer sur l'autre côté. Alors, j'ai envie de poser la question à Mathieu. Non, il nous a quittés. Ok. Eh ben, on lui donnera un droit de réponse voilà. A posteriori. Sur la partie cyber, sur Bayonne, Karine Dupuis, comment vous avez intégré cette dimension dans votre stratégie ? Est-ce que vous avez fait l'impasse ou est-ce que ça a toute sa place ? Jamais nous ferons l'impasse sur la cybersécurité. Non, alors par contre, la cybersécurité, alors déjà, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Qui a une importance cruciale qu'on soit une petite ou une grosse collectivité, puisqu'on traite des données personnelles. Et on propose des services des services publics. Donc, c'est vraiment un atout majeur. Nous, sur Bayonne, dans notre stratégie NR, comment est-ce qu'on l'a mis en place? Alors, on a fait comme beaucoup de collectivités, on fait de la sensibilisation avec des assez ludiques, parce qu'il faut que ça reste ludique, parce que les injonctions, fais gaffe à tes données, le problème c'est toi quand il y a un risque cyber, voilà, bon, c'est pas forcément, c'est hyper culpabilisant et c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode. On le sait qu'on est le maillon faible. De là à le dire à chaque fois, non. Donc, on a fait quelque chose de ludique. Au niveau des citoyens, là, on va lancer sur la ville de Bayonne. On va bientôt réouvrir le musée Bonaelleux qui est fermé depuis plus de 10 ans. Et du coup, on lance une grande campagne dans le cadre du Cybermois qui est porté par cybermalveillance.gouv.fr, pardon, avec des œuvres et des messages de cybersécurité sur l'ensemble du territoire pour les citoyens, justement. Donc, on essaye de faire quelque chose toujours de ludique, que ça reste comme ça. Après, sur la cybersécurité dans notre stratégie NR, c'est évidemment la mise à disposition d'une charte des usages numériques. C'est le b.a.-ba, le RGPD, vous en avez parlé, on est également très engagé sur le RGPD. Si on veut aller plus loin sur la cybersécurité, donc c'est déjà à peu près tout. Je pensais au RG2A, mais c'est plus sur la partie inclusion. Donc On on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc oui, on est largement impliqué sur la cybersécurité, mais là aussi, on essaye de faire en sorte que c'est relayé à l'extérieur auprès de tous, et c'est là où c'est le plus gros problème, puisque c'est quand même très technique aussi, et c'est pas évident de trouver des bons interlocuteurs pour permettre cette sensibilisation. Donc je suis complètement d'accord avec ce que Wilfried a dit. Il faudrait que ce soit porté comme une grande politique nationale. Merci beaucoup Karine. Pour clôturer ce chapitre sur sécurité et éthique, rappelons que toutes les gendarmeries disposent d'un référent cybersécurité, qu'on soit quelle que soit sa commune, et en ville c'est plutôt au niveau des commissariats. Donc n'hésitez pas si vous avez une question ou besoin d'organiser une session de formation ou de sensibilisation, ou si vous êtes attaqué à aller demander de l'aide, tout simplement à votre gendarmerie, et ils sauront vous mettre en relation avec leur référent cyber. Voilà. Je vous propose de passer à l'avant-dernier chapitre, qui est le sujet environnement. Et on a la chance d'avoir l'ADEME autour de la table, donc on va pouvoir actualiser aussi et mettre en discussion les témoignages de territoires. Alors, on a questionné les territoires sur leurs actions de sensibilisation, sur l'impact du numérique sur l'environnement. Et là, toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, sont en action sur le volet sensibilisation. Avec là aussi
une priorité donnée aux agents et aux élus pour les sensibiliser sur l'impact de leurs usages et sur le matériel numérique. Et on a été aussi, on a pu observer que là aussi, il n'y avait pas d'impasse. Les deux aspects sont pris en compte dans les démarches de sensibilisation. C'est aussi bien l'usage que le matériel. Et on va voir que c'est important parce que les lignes bougent un peu sur les impacts. Autre aspect, le matériel reconditionné. On en parlait tout à l'heure sur les filières de reconditionnement et là, vous nous avez dit des choses intéressantes puisque sur les plus grandes collectivités, c'est devenu une pratique maintenant réflexe. Alors, il y a une obligation légale avec la loi AGEC qui y invite, mais malgré tout, puisque 9 sur 12, vous nous dites que oui, vous achetez du matériel reconditionné. Et alors, vous êtes un petit peu moins nombreux à atteindre le seuil des 20%, 2 sur 9. C'est également une pratique qui est maintenant, qui commence à se voir sur les plus petites collectivités, puisque un tiers des répondants sur les plus petites collectivités achètent du matériel d'occasion. Mais il y a peut-être aussi encore une histoire d'outillage, de pilotage, puisque 1 sur 2 nous dit être pas en mesure de savoir la part d'achat de matériel d'occasion. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, c'est aussi les réponses sur les freins. Pourquoi les achats ne se font pas suffisamment? Qu'est-ce qui freine? Alors ça, on va l'avoir dans la diapo suivante. Voilà. Alors, pour les grandes collectivités, eh bien évidemment, on ne peut pas à la fois prolonger la durée de vie de son matériel et acheter du reconditionné. Ça ne va pas trop ensemble. Donc, il y a un effort qui est fait sur le prolongement de durée de vie des matériels. L'autre frein que vous nous indiquez, c'est un problème d'offre. Aujourd'hui, les filières ne sont pas toujours capables de répondre à la demande. La gamme proposée est incomplète et avec des expériences parfois pas toujours au rendez-vous en termes de fiabilité. Alors, vous avez des expériences différentes et c'est intéressant parce que Karine, vous me disiez en préparant que vous étiez un peu en manque, vous ne trouviez pas d'offres sur la partie téléphone. Et vous, en revanche, je crois, Noël, vous aviez pu faire de l'achat de téléphones reconditionnés. On pourra vous entendre tout à l'heure sur cet aspect. L'autre élément qui freine, c'est que dans la gestion de vos parcs informatiques, il y a des contrats, vous avez des contrats peut-être de location, de maintenance qui sont en cours et il faut attendre que ces contrats se terminent pour pouvoir ensuite lancer une procédure d'achat. Et enfin, vous pouvez avoir des processus et des contraintes techniques particulières qui ne vous permettent pas d'aller vers du matériel reconditionné. Les freins sont tout autres pour les plus petites collectivités, puisque là, c'est plus une histoire de volume, où il y a peu de rotation du matériel. Et parfois, vous nous dites qu'il y a un manque d'informations sur où je peux acheter du matériel reconditionné. Donc là, ça va être intéressant d'y revenir. Maintenant, si on regarde la gestion complète du cycle de vie du matériel, il y a plutôt une pratique qui s'installe pour la moitié des répondants sur la rationalisation du matériel. Et une des premières pratiques que vous citez, c'est de revenir à un seul écran. C'est vrai que ça peut être agréable de travailler avec 2 écrans, mais les collectivités font de l'accompagnement aux usages et expliquent qu'un seul écran, ça fait moins d'impact et ça fait partie des pratiques. En termes de réemploi, les collectivités qui nous ont répondu à notre enquête nous disent que le réemploi, il passe d'abord par soi-même. Donc le matériel, s'il n'est plus efficient pour un certain usage en interne, on va voir si ça peut répondre à un autre besoin à l'intérieur de la collectivité. Et puis l'autre pratique qui est indiquée, c'est le don aux associations ou le don aux habitants. Voilà. Et enfin, une fois que le matériel est vraiment arrivé à la fin de sa vie, qu'il est devenu un déchet, là, que ce soit les grandes ou les petites collectivités, il y a des pratiques qui sont vraiment très ancrées et très organisées sur le tri et la prise en charge de ces déchets par des filières spécialisées. Et là, quelle que soit la taille de la collectivité. Alors, il y a aussi l'éco-conception, c'est que les collectivités sont aussi productrices de e-services, elles conçoivent des e-services, mais est-ce qu'elles les éco-conçoivent, ces e-services? Eh bien, en fait, là, il y a plutôt aussi une posture très vertueuse
de la part des collectivités qui conçoivent des e-services, puisque vous nous dites qu'il y a au moins un souci d'être conforme à un référentiel, que ce soit un référentiel d'éco-conception ou un référentiel d'accessibilité. Mais là aussi, on va retrouver un petit peu la limite qu'on abordait en début de webinaire sur la place du citoyen, c'est-à-dire l'utilisateur final des services qui sont conçus. Eh bien, cette conception du service se fait encore peu, ou voilà, pas assez, avec la sollicitation, la participation de l'utilisateur final. Et alors, quels sont les freins ? Eh bien, pour les grandes collectivités, on va retrouver cette difficulté à manager en transversal. Ce que vous disiez aussi, Noël, c'est à sortir des verticales de l'organisation numérique d'un côté et le reste des services de l'autre. Et puis, pour les plus petites collectivités, c'est surtout une histoire de priorité et de moyens. Alors, la première question, j'ai envie de la poser à Marianne. On a souvent entendu dire que le principal impact du numérique sur l'environnement, c'était lié à la fabrication du matériel. On disait c'est du 80% lié au matériel et les usages, ça représente 20% des impacts. Est-ce qu'on en est encore là ? Plus tout à fait. Donc, plus tout à fait, c'est-à-dire ? C'était des chiffres qui sont parus en 2021. Donc, l'étude était portée sur les impacts environnementaux du numérique. Donc, c'était une étude portée par l'ADEME et l'ARCEP. Et donc, effectivement, à l'époque, on estimait 80% de la phase de fabrication des outils numériques. C'était 80% des impacts du numérique, contre 20% sur les usages. Aujourd'hui, on est plutôt sur un ratio de 60 et 40%. Donc 60 pour le matériel, c'est ça. Et 40% de l'impact lié aux usages. Phase de fabrication 60% et phase d'utilisation 40%. Okay. Après, on peut aussi distinguer d'autres éléments. Donc, on avait à l'époque estimé à 80% des terminaux représentaient l'impact carbone du numérique, contre à peu près 20% sur les data centers et un petit peu moins sur les... 15% sur les data centers et un petit peu moins sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est pareil, l'élément data center a fortement augmenté. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 50-50 entre les terminaux, les data centers et une très moindre mesure pour les réseaux. Ça s'explique par le fait qu'en 2021, on n'avait pas forcément pris en compte l'impact des données françaises hébergées à l'étranger, dans des data centers étrangers. Et aujourd'hui, donc, les chiffres qu'on vient d'évoquer ont été publiés en 2025 sur base des données 2024. On n'a pas tout l'impact de l'IA générative, qui là va encore faire évoluer le rendement de ces chiffres. Il y a d'autres données aujourd'hui qui sont peu accessibles, notamment sur l'impact des data centers, qui vont forcément faire évoluer ces chiffres. Et du coup, alors donc on voit que les lignes bougent beaucoup et vite. Et en termes de projection, est-ce qu'il y a un travail qui est mené pour se dire si on continue comme ça, on va vers où ? Oui, il y a aussi une étude sur la prospective à 2050. Donc là, c'est un travail global sur toutes les filières en France. Il y a un volet numérique. Ce volet numérique démontre aussi que entre 2020 et 2050, on va sans doute tripler l'impact carbone du numérique par nos usages et voilà les prospectives qu'on en fait. Je vous invite à consulter l'étude qui... On la mettra, elle a été mise en ligne et vous pourrez la retrouver sur l'article, elle sera dans les ressources citées. Donc là, la trajectoire, on est sur du x3. Alors, du coup, ma question, elle va vers les territoires. Est-ce qu'il reste des marges de manœuvre pour justement agir sur cet impact, sur l'impact de votre parc, sur l'impact de l'usage qu'en font les agents ? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre ? Et quelles sont-elles ? Oui, bien évidemment, il y a des marges de manœuvre. Aujourd'hui, et bien évidemment, pour revenir sur les propos qu'on échangeait tout à l'heure concernant les équipements numériques, aujourd'hui, en fait, il faut voir que nos vendeurs de matériel informatique, aujourd'hui, nous contraignent à changer nos équipements. Donc, pour sortir de ces volets-là, on est amené, nous, le département, pour exemple, à changer nos façons de faire et à partir sur des solutions open source
Donc pour pouvoir s'affranchir de ces contraintes techniques que nous imposent nos vendeurs de matériel d'équipement. Donc ça, c'est des premiers points sur lesquels on peut vraiment agir. Les deuxièmes points après, concernant les... Alors là, je parlais plutôt côté data center, côté grosse infrastructure, mais côté agent aussi, derrière, on va pouvoir travailler aussi sur les équipements portables. Donc aujourd'hui, on est aussi dans ces phases de réflexion de travail. On a amené quand même pas mal de choses là-dessus pour faire évoluer aussi nos équipements informatiques qui aujourd'hui sont... pour la grande majeure partie, et je ne parle pas uniquement que le département de la Gironde, mais des équipements Microsoft pour lesquels aujourd'hui il faut agir et changer, parce qu'on se rend bien compte qu'avec les problématiques de sécurité sur lesquelles le sujet on parlait auparavant, et donc ces sujets de sécurité nous imposent aussi des choix, nous contraignent sur des changements d'équipements de matériel qui ne sont pas compatibles avec du Windows 11. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir agir. Donc derrière, on travaille sur ces choses-là. Le département aussi, aujourd'hui, a fait en sorte que le remplacement de ces équipements qui auparavant allaient de pair avec l'amortissement du matériel au niveau des achats, ça c'est des leviers qu'on a fait sauter aujourd'hui. Donc on n'a plus du tout de ces durées. Donc on va essayer de faire durer la durée de vie de nos équipements. On va aller au-delà de 8 ans, même voire 10 ans sur nos équipements. On peut aussi aller sur ces choses-là. On parlait de réemploi et de reconditionnement, parce que nous on est plus dans des démarches de reconditionnement, c'est-à-dire que des équipements qui sont entre guillemets fin de vie, on va pouvoir à l'intérieur du département, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des équipes, les reprendre et améliorer, augmenter les performances pour pouvoir allonger la durée de vie. Donc on a quand même pas mal de choses, il y a beaucoup d'axes sur lesquels on peut travailler sur ces enjeux autour de l'environnement. Après je peux parler pas mal de choses là-dessus, mais voilà, essentiellement on est sur ces sujets-là, oui, complètement. Ouais. Et vous, Karine, sur Bayonne, quelles sont les marges de manœuvre que vous avez identifiées justement pour essayer de limiter ces impacts sur l'environnement ? Tout comme Noël, tout pareil. On a fait sauter les renouvellements automatiques de matériel. Donc ça, déjà, c'était une aberration de se dire le matériel, au bout de 5 ans, 6 ans, on le renouvelle. Donc ça, on ne le fait plus. S'il y a un matériel qui tombe en panne, on le répare. On ne le jette pas, on ne le met pas au rebut. On essaye de le réparer autant que possible. Voilà, donc ça c'est vraiment l'axe sur la partie matérielle que l'on fait. Sur la partie éco-conception, on a vraiment pris ce sujet à bras le corps, puisqu'on avait quand même de gros renouvellements de sites internet, notamment au sein de notre collectivité. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est de définir une méthode pérenne avec la mise en place d'un nouveau site internet. Je parlais tout à l'heure du musée Bonaelleux. C'est avec celui-là, c'est vraiment notre site pilote où on va pouvoir venir asseoir tout le closier qui va bien pour faire de l'éco-conception avec le prestataire, et aussi dans le cadre des marchés publics, puisqu'on est passé par un marché public, vérifier en fait que les critères qu'on a mis, qui sont très ambitieux, on a mis la note de B en termes d'éco-conception, pour inciter aussi tous ceux qui participent à cette chaîne s'emparent aussi du sujet et ne fassent pas de la surutilisation du numérique, mais avoir quelque chose qui est sobre, mais qui répond aux besoins. Okay. Merci Karine. Peut-être une dernière question à vous, Wilfried, sur ce sujet de l'impact environnemental. Vous évoquiez le sujet tout à l'heure sur la filière de reconditionnement, en disant que la région était mobilisée sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce qu'il y a une actualité particulière ou est-ce que c'est encore un peu tôt ? Alors c'est encore un peu tôt. Ce que je peux vous dire, c'est que en 2024, en fait, la région a commandé une étude auprès de l'AREC pour faire une cartographie de l'état des D3E, des flux, des acteurs sur cette thématique. Donc l'étude a livré un certain nombre de conclusions. Et aujourd'hui, en fait, on repart de cette étude et on regarde quels sont les acteurs qu'on peut mobiliser sur le territoire. Sans trahir de secret, on
on va faire une première réunion avec la métropole de Bordeaux. Donc c'est intéressant, une EPCI avec la région, on va commencer à réfléchir ensemble. Il y a d'autres acteurs qui vont se greffer. Donc voilà, ça prend forme, on est en train de regarder comment on peut le préfigurer, on y réfléchit et ça mobilise plusieurs parties prenantes, même en interne chez nous à la région, puisqu'il y a la délégation numérique, mais il y a également l'ESS, l'environnement, donc c'est super intéressant, mais c'est pas simple non plus, parce qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, quoi. Okay. Bon, ça fait une bonne transition, merci, avec le dernier chapitre qui est sur le sujet de la résilience. Vous avez cité l'ESS et on va voir que ça a été cité, ces acteurs, comme des ressources sur les territoires. Alors, c'est le dernier chapitre, on arrive dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors, on a interrogé les territoires sur cette dimension-là, résilience. Alors, c'est quoi la résilience ? En fait, la résilience, moi j'ai envie de vous proposer cette définition, c'est la capacité d'un territoire à traverser les épreuves, à traverser les aléas, à s'adapter et à continuer à fonctionner. Et comment le numérique peut être un outil pour rendre les territoires résilients. Alors, ça passe effectivement par se dire d'organiser des filières de reconditionnement sur son territoire, d'être un peu autonome, autant que faire se peut. Donc, on vous a questionné là-dessus. Et donc, c'est un sujet qui est plutôt en ce moment en réflexion sur les territoires. C'est ce que nous disent les territoires et notamment les territoires de plus de 50 000 habitants. Voilà, il y en a 1 sur 2 qui nous a dit c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir, de travailler. Et pour les autres, c'est pas encore une priorité. Et pour les territoires de moins de 50 000, là, clairement, pour le moment, c'est effectivement pas un sujet pour les plus petites. Mais il y a quand même quelques territoires et on essaiera d'aller regarder ce qui se passe sur ces quelques territoires où il y a déjà des actions. Et puis, ce que vous indiquiez, c'est quand on leur dit avec qui vous réfléchissez et avec qui vous travaillez sur ces sujets-là localement, eh bien, en fait, il y a une diversité de réponses, il y a une diversité d'acteurs. Et on a trouvé ça assez intéressant. C'est les acteurs de l'insertion, des opérateurs privés, des assos, des coopératives. Donc voilà, il y a certainement une diversité des parties prenantes à mobiliser pour avancer sur ces sujets. Alors on a poussé un peu le bouchon, on a tiré le fil et on s'est dit, la partie innovation. Avec qui est-ce que vous êtes en contact avec des acteurs privés de l'innovation pour vous aider à réfléchir sur des solutions un peu nouvelles ? Eh ben, en fait, les plus petites collectivités nous disent plutôt non. Non, pour le moment, nous, on n'est pas dans une démarche comme ça. En revanche, les territoires de plus de 50 000 habitants, 1 sur 2 nous disent oui. Oui, on est en contact ou on est en réflexion pour effectivement monter des partenariats. Donc, c'est un sujet qui bouge. On a questionné les territoires aussi sur la e-démocratie. Parce qu'on peut se dire, le numérique, ça peut être aussi un formidable outil pour échanger, pour sonder, pour questionner, pour débattre. Eh bien, les territoires de plus de 50 000 se sont saisis majoritairement de ce sujet-là. 6 sur 11 nous disent oui, on est en action ou en réflexion. Et pour les plus petites collectivités, 2 sur 3 nous disent non, pour nous, ce n'est pas un sujet pour le moment. Voilà. On a voulu savoir comment les territoires utilisaient le numérique pour piloter leur territoire. Donc on parle de pilotage par la data, on parle de jumeaux numériques. Alors on a voulu les questionner là-dessus et là on a été assez surpris puisque en listant un certain nombre de domaines de compétences, 8 domaines sur 10, les territoires se sont saisis du numérique pour piloter ces domaines de compétences. Et les domaines de compétences qui arrivent en premier, eau, déchets, éclairage, mobilité, énergie. Et sur ces sujets-là, il y a une vraie démarche de pilotage par le numérique dans une logique d'optimisation. Les grandes collectivités se distinguent en rajoutant d'autres thématiques. On a le tourisme, la santé, les risques naturels et la voirie. En revanche, le sujet le moins investi, quels que soient les territoires, c'est la sécurité. Et enfin, on leur a dit, et en termes de jumeaux numériques,
Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous êtes en action? Et là, c'est surtout les plus grandes collectivités, 4 sur 11, qui nous ont dit oui, nous, on est en action sur ce sujet-là. Voilà. Donc là, sur ce sujet, moi, j'avais envie de. Alors, est-ce qu'on a encore quelques enseignements? Oui, les freins, pardon. Sur les freins, on leur dit qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Pour les plus petites collectivités, c'est pas une priorité. Certainement, la gestion des priorités au quotidien. Et pour les plus grandes collectivités, elles sont déjà mobilisées. Et on va retrouver toujours cet enjeu pour les territoires plus grands de mobiliser une diversité de parties prenantes. Il y a vraiment un enjeu de coordination, de management transversal qui arrive parmi les freins les plus cités. Et donc la question, je voulais m'adresser à vous, Marianne. Alors, peut-être c'est pas une question philosophique, mais en tout cas, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit oui, j'ai des choses à dire là-dessus, parce qu'on se dit, on a des enjeux de transition, avec des impacts environnementaux sur lesquels il faut être très attentif, très mobilisé. Et on se dit, on va utiliser le numérique pour essayer d'être efficient, pour essayer d'être meilleur sur nos impacts environnementaux. Mais du coup, plus on utilise de numérique, plus on a d'impact sur l'environnement avec notre numérique. Alors, ma question, c'est est-ce que les avantages sont plus importants que les inconvénients ? Effectivement, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Éclairez-nous. Oui, je vais essayer d'être succincte. Donc déjà, là, ce que vous décrivez, donc utiliser des solutions numériques au service de la transition écologique, c'est ce qu'on appelle l'IT for Green. IT for Green. Donc, on est assez vigilant là-dessus. Le numérique, c'est un outil performant, efficace. Maintenant, est-ce que l'efficacité permet la résilience d'un territoire? Ça, c'est moins sûr. Pourquoi donc? Parce que tout simplement, on met du numérique partout. On a des dépendances aux infrastructures numériques qui sont de plus en plus fortes. On a peut-être un peu moins de marge de manœuvre là-dessus s'il y a quelques crises qui passent par là. Quoi qu'il en soit, utiliser des solutions numériques au service de la transition écologique, c'est possible, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions, la question du besoin. Est-ce qu'on peut faire aussi appel à des alternatives? Je pense à des solutions low-tech, éco-conçues, en amont, de mettre en place vraiment des solutions numériques un peu plus développées. Et après, une fois qu'on a identifié notre solution, il faut vraiment se poser la question de son impact environnemental. Donc, comme je le disais tout à l'heure, évaluer l'ensemble du cycle de vie, évaluer l'ensemble de l'impact sur le cycle de vie de la solution numérique, intégrer si possible tous les effets rebonds qui peuvent avoir lieu. Donc, vous pouvez rapidement expliquer ce qu'est un effet rebond? Eh bien, c'est quand on fait des économies, par exemple, on met une solution numérique qui nous permet de faire des économies, de chauffage. Est-ce que ces économies-là vont pas être au service d'une surconsommation du chauffage? Donc, ça, c'est des effets rebonds directs. Il y a des effets rebonds indirects qui font que l'économie qu'on fait sur le chauffage, peut-être qu'on va le réinvestir dans une activité peut-être moins vertueuse. Okay. Ça, c'est des effets rebonds. Donc, il faut vraiment se poser ces questions primordiales en entrée. Il y a une étude en cours aussi par l'ADEME sur les effets directs et indirects des solutions numériques, vraiment avec un gros focus sur les collectivités. Donc, on retrouve des cas d'usage comme mettre une solution numérique au service de détection de fuites d'eau. Il y a plein de cas d'usage que je vous invite à découvrir. Et en fait, là, l'objectif de cette étude, c'est d'avoir une méthodologie assez robuste au service des acteurs publics pour qu'ils aient ça à disposition et puissent prendre leurs décisions en conséquence. Et la deuxième partie, c'est avoir, avec les cas d'usage qui sont cités dans l'étude, avoir le retour, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas au regard de l'impact environnemental de la solution envisagée. Donc en fait, la réflexion qui me vient, c'est qu'il faudrait presque mettre en place une sorte de Nutri-Score pour les solutions de pilotage numérique, en se disant, si je veux utiliser cet outil de pilotage numérique pour ma gestion de l'eau, ok, mais soyons conscients que cet outil-là, en lui-même, va avoir tel et tel impact.
Donc l'idée, c'est de choisir l'outil avec le moins d'impact, ou voire peut-être se poser la question, est-ce qu'il faut mettre un outil ou pas? C'est ça un peu la question du besoin et des alternatives avec le conçu. Quoi qu'il en soit, le numérique, c'est pas neutre. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas neutre. Alors, parmi les enseignements que nous apporte cette enquête, c'est aussi une réflexion sur peut-être une inégalité territoriale. Parce que là, clairement, on voit que ce sont plutôt les collectivités de plus de 50 000 habitants qui se mobilisent, qui se saisissent des outils, qui font de l'innovation, qui font des expériences, qui s'outillent. Donc très bien, mais et les autres collectivités. Et là, je me retourne un peu vers vous, Wilfried, au niveau de la région. Est-ce que ces outils de pilotage des territoires par la data, c'est un outil qui va creuser davantage les inégalités territoriales, ou au contraire, ça peut justement être une façon de créer de l'égalité? Alors, je pense qu'il peut y avoir un côté Dr Jekyll et Mr Hyde, donc oui et non, hein, pour répondre à la question, et plus sérieusement, enfin en tout cas pour étayer le propos, je pense que la question centrale, enfin l'axe central derrière cette question, c'est la question d'un commun numérique. J'explique. Aujourd'hui, donc, selon les tailles de collectivités, elles n'ont pas les mêmes infrastructures, elles n'ont pas les mêmes moyens et peut-être pas non plus le même niveau de maturité sur la thématique du numérique en général. Et effectivement, des grosses collectivités avec des moyens peuvent s'emparer du sujet et effectivement de facto creuser des inégalités par rapport à d'autres acteurs du territoire. Maintenant, dans une autre logique, dans une logique de commun numérique, donc un commun numérique, hein, très simplement, c'est quoi? C'est un produit numérique, d'accord, conçu par un collectif, d'accord, et animé avec des règles de gouvernance de participation. D'accord, donc on est vraiment dans une logique de co-construction, d'accord, où on va mutualiser des moyens, co-construire et agir collectivement. Et dans un commun numérique, on peut tout à fait envisager d'associer des acteurs d'une certaine taille et des acteurs plus petits et faire émerger en fait une dynamique qui va profiter au plus grand nombre. Okay. Voilà. Et donc je pense que la réponse, elle est certainement par ici. Et c'est un élément... une réponse très pertinente par rapport aux logiques de résilience et de souveraineté des territoires aujourd'hui. Alors, très naturellement, j'ai envie de poser une question à Karine Dupuis à Bayonne, puisque vous êtes sur un territoire, Karine, qui s'est engagée dans un projet à l'échelle du Pays Basque, qui s'appelle Territoire numérique responsable en commun. Alors, est-ce que les communs, c'est l'avenir du numérique responsable ? Assurément. Assurément. Effectivement, on s'est engagé depuis quelques... Alors, je suis comme Wilfried, hein, on fait de tout à Bayonne et on est sur de l'hybride. On s'est engagé très fortement, on est très moteur au niveau... alors, un exemple pour les personnes qui peuvent nous écouter de commun numérique, je vais citer Panoramax, que beaucoup utilisent et de plus en plus les collectivités, les SDIS, enfin tout le monde peut l'utiliser, même à titre personnel, vous pouvez l'utiliser, qui est une excellente alternative et qui est la définition pour moi très concrète de qu'est-ce qu'est un commun numérique. Et par ailleurs, donc ça c'est le côté très vertueux pour la ville de Bayonne, et par ailleurs, on est en train de développer 2 jumeaux numériques au sein de notre ville, un jumeau numérique urbain, donc là à l'échelle du territoire, ville de Bayonne, hein, évidemment, je m'arrête à Anglette,
ou Biarritz, et sinon un jumeau numérique aussi bâtimentaire de notre hôtel de ville, puisque là, on a un enjeu très fort d'exploitation de ces données pour permettre de travailler à nos exploitants, que ce soit l'énergie, l'eau, etc., d'améliorer en fait toute cette partie résilience pour faire le lien avec le sujet qui nous intéresse. Donc, Très bien. c'est Ben, compliqué. je- C'est compliqué je- d'être 100% vertueux, même on aimerait l'être, mais en tout cas, on a cette volonté. Eh ben, tendre vers, c'est un bon chemin. Et merci pour ce mot de la fin qui donne de belles perspectives. On va suivre votre projet. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube cet enregistrement dans les jours à venir, ainsi qu'un article sur PQNA où on pourrait reprendre toutes les ressources qui ont été citées. Et je vous donne rendez-vous le 27 novembre, même heure, même endroit, un jeudi 10h30. Cette fois, pas pour parler feuille de route numérique responsable, mais feuille de route France numérique ensemble, où nous vous présenterons une synthèse, une analyse régionale de ces feuilles de route. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci.